bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Il y a de nombreuses personnes qui disparaissent chaque année dans notre pays. De trop nombreuses personnes. Mais depuis quelques mois dans ma ville, c'est une vraie hécatombe. Au départ, les disparitions étaient discrètes. Comme c'était souvent des SDF, on se disait juste qu'ils avaient réussi à trouver une place en foyer, qu'un bon samaritain leur avait tendu la main ou que, malheureusement, le froid de l'hiver avait eu raison de leur vie. Je me suis penchée sur le sujet il y a peu, lorsque les disparitions ont commencé à toucher d'autres gens de ma ville, de mon quartier et même de mon entourage direct. Au départ, c'est le boulanger qui a été porté disparu. Nous pensions tous qu'il avait dû s'absenter car nous savions sa femme malade. Mais lorsque les pompiers ont forcé son commerce et son appartement, nous avons compris que son absence avait été signalée préoccupante par son fils. Puis ce fut l'instituteur de CP qui ne se présenta pas un jeudi matin, alors qu'une visite guidée au planétarium de la ville voisine était prévue le matin même. La gendarmerie était aux abois. Elle fouillait tout, entrait dans toutes les maisons. Une psychose s'empara de l'esprit des gens. Tout le monde pouvait être fautif. Tout le monde pouvait s'évanouir dans la nature. Puis de 2, nous sommes passés bien vite à 4, puis à 8 personnes. Le temps entre les disparitions s'accélérait de surcroît. Moi-même, lorsque je quittais mon appartement pour X raisons, je n'étais pas sereine. Nous ne savions rien, ni qui était suspecté par les autorités, ni dans quelles conditions disparaissaient les victimes. Une après-midi, alors que je devais me rendre à la poste, je croisai ma voisine de palier qui rentrait de ses courses. Nous prenions quelques instants pour échanger des banalités et je continuais mon chemin lorsque j'entendis un cri étouffé derrière moi. Je me retournai aussitôt, mais personne. La rue était totalement vide. Je restais là, les bras ballants, ne comprenant pas comment ma voisine avait pu se volatiliser aussi vite, dans une rue où aucune voiture ne stationnait, ni même aucune rue adjacente ne débouchait sur près d'1 kilomètre. Je revenais sur mes pas, le cœur battant en saccade, une peur irascible me brûlant les veines, et je montai jusqu'au 3e étage pour sonner chez mon voisin. J'entendis de l'autre côté de la porte le pas traînant de Monsieur Rosière. Il ouvrit, bouffi de fatigue, et son haleine de café emplit le palier. Oui, sa femme était bien partie faire quelques courses. Non, elle n'était pas encore revenue. Je lui faisais part de ce que j'avais vu, ou plutôt entendu, après avoir croisé son épouse, et nous décidions aussitôt d'aller en informer les gendarmes. Un nom de plus sur la liste. Je déposai mon témoignage et rentrai chez moi. Je ne dormis pas bien ce soir-là. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment pouvait-on disparaître aussi vite, dans une rue piétonne, en plein jour? Cela était un mystère qu'il me fallait percer. Dès le lendemain, devant une bonne tasse de thé, j'entrepris de reprendre tous les noms des disparus. Je cherchai sur Google en plan de ma ville, la plus détaillée possible, et l'affichai en grand sur le mur de ma chambre. Je pointais chaque lieu, les reliais entre elles avec des ficelles de cuisine, je notais les dates et les heures présumées, entourais les bâtiments suspects, les maisons abandonnées. Je listais à côté de chaque nom des victimes l'âge, le sexe, l'adresse, même le lieu de travail pour ce que j'avais pu trouver sur le net. Je reculais et je souriais. J'avais à coup sûr raté ma vocation d'inspecteur. Sherlock Holmes, lui-même, aurait été fier du travail que j'avais accompli. Le vendredi suivant, je restais en bas de mon bâtiment à me torturer les méninges, quand tout à coup, je vis dévaler Lou sur son joli skate bleu. Ce môme était un peu la mascotte de notre rue. Juché sur son engin mortel, il nous épatait par sa facilité à enchaîner les figures les plus compliquées du haut de ses 7 ans. Nous le connaissions tous. Vif d'esprit et toujours respectueux, il était apprécié et nous l'avions vu grandir ici. Ses premiers sourires, ses premiers pas, ses premiers vols planés à cause de sa planche à roulettes. Lorsqu'il passa à côté de moi, il me fit signe de la main et je lui rendis avec un grand sourire. J'adorais ce môme, mais je me demandais toujours comment il pouvait tenir sur son skate tout en valsant en l'air. J'avais l'impression qu'il mettait au défi Isaac Newton et sa théorie de la gravitation. Il continua ses figures durant de longues minutes,
puis je vis Lou tourner au coin de la rue pour rejoindre sa maison. Je rentrai à mon tour dans mon appartement et vaquai à mes occupations jusqu'à ce qu'un cri retentit entre les bâtiments. La maman de Lou venait de retrouver le skate de son fils contre la porte de la maison, mais son petit n'était pas rentré, et cela faisait près d'1 heure que personne ne l'avait vu. Branle-bas de combat. Nous avons tous répondu à sa peine en cherchant dans tout le quartier, ouvrant les containers à poubelles, frappant aux portes, fouillant les ruelles. Une grue a même été utilisée pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Mais il fallait se rendre à l'évidence. C'était un être de plus qui manquerait à l'appel. Les heures, puis les jours s'enchaînèrent sans qu'aucun de nos absents ne refasse surface. C'était à présent une hystérie collective qui nous menaçait. Hommes, femmes et maintenant enfants étaient en danger dès la porte de la maison franchie. Je continuais mes recherches et pour moi, c'était une évidence. Ce n'est pas sur le papier que je trouverais la solution. Il me fallait partir en quête de ma réponse directement dans la rue. Je pris donc quelques objets qui me semblaient importants. Tout d'abord mon portable, puis une bombe à poivre, un couteau de cuisine bien affûté que je glissais dans la poche intérieure de mon manteau. Je chaussai mes Rangers, les chaussures les plus confortables et les plus utiles en cas de fuite, et refermai la porte derrière moi. J'espérais de toute mon âme que ce ne soit pas la mort qui m'attende de l'autre côté de ma porte d'entrée. Je faisais semblant d'être absorbée par mon téléphone tout en marchant doucement dans la rue. Je déambulais le nez en l'air. Je sifflotais pour appâter le kidnappeur, mais rien. 5 heures de perdu sans que rien ne se passe. Au moment où je remontais vers mon bâtiment, je trébuchais. Un beau vol plané qui me fit penser directement à Lou. En me relevant tant bien que mal, j'aperçus l'objet du délit. Une plaque d'égout ronde avait été mal remise en place. Je tentai de la soulever et je découvris avec stupéfaction qu'il y avait une échelle qui descendait directement vers le fond. Je rentrai chez moi et récupérai dardard une lampe de poche et des piles de rechange, au cas où. Puis une fois devant la gueule béante de la canalisation, je m'enfonçai à l'intérieur. L'odeur me prit les poumons, la gorge me brûlait. Des larmes me ruisselaient sur les joues. Je descendais lentement et écoutais les bruits alentour. Une fois en bas de l'échelle, j'explorais rapidement les environs à la lumière de ma lampe, mais une seule galerie me faisait face. Je continuais mon chemin et me maudissais de ne pas avoir pris ne serait-ce qu'une craie pour laisser une trace de mon passage sur les murs. Après de nombreux mètres sous terre, une nouvelle échelle s'offrit à moi. J'hésitais. Devrais-je, oui ou non, tenter de l'ouvrir ? Après tout, j'étais déjà plus ou moins en mauvaise posture. Alors pourquoi ne pas me jeter dans la gueule du loup ? Foutu pour foutu, je montais chaque barreau avec la peur au ventre et j'utilisais toute ma force pour rejeter la plaque d'acier en arrière. Miraculeusement, elle s'ouvrait avec peu d'effort et je me retrouvais devant un magasin de vêtements dans une rue déserte. Je ne comprenais pas. Alors que je cherchais sur mon téléphone dans quelle rue exacte je me trouvais, je fixais également le reste des bâtiments. Rien de suspect. Mon regard accrocha tout à coup un mannequin dans la vitrine du magasin. Il me semblait que quelque chose clochait, mais j'ignorais quoi. Il était d'un blanc d'albâtre, mais il n'était pas tout à fait dans les normes. Un peu plus rond que les autres mannequins que nous avions l'habitude de voir dans les magasins, à côté trônait un mannequin féminin au corps bien charpenté au niveau des épaules, les seins tombants. Plus loin encore, celui d'un homme très menu. À ce moment-là, la vendeuse du magasin apparut dans la vitrine. Elle installait cette fois un mannequin représentant un enfant. Et tout s'éclaira. Je n'eus pas le temps de me retourner pour fuir que je sentis un grand coup derrière mon crâne. « Léna, regarde ce que j'ai trouvé devant la vitrine. T'en penses quoi ? Elle pourrait faire l'affaire ?» Pourquoi pas ? On n'a pas de modèle de femme dans la taille 44. Ça devrait être bon. Ok, on l'exposera dans la section femmes. Et tant qu'à faire, le gosse, tu devrais l'enlever de la vitrine. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il a disparu. Les gens pourraient faire le rapprochement avec le kidnapping. D'accord, maman. Au fait, tu sais ce qui nous manque ? Une petite fille. Ou même un bébé. Ce serait cool, on n'en voit jamais en magasin. Ça nous démarquera un peu, non ? Oui, t'as raison. On partira à la chasse demain. Là, faut que je m'occupe de celle-là ce soir. Je prépare le bain de plâtre et j'arrive.